et violation des textes, les jeunes membres du Conseil national de la jeunesse dénoncent la mascarade électorale au sein de cette organisation des jeunes du Cameroun. Autre détail à lire en page 10 de la Nouvelle Expression. Le journal Le Messager s'intéresse également à cette actualité autour du CNJC. Élection au CNJ, le fer de lance des irrégularités, titre le journal Le Messager. Le journal écrit que le mandat du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse est échu depuis mars 2020. En raison des ravages causés par la pandémie du coronavirus, la tutelle du CNJC, à savoir le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a prorogé le bail de cet exécutif. Parvenu au 23 novembre 2022, le corps électoral a été convoqué afin d'enclencher le processus de renouvellement des organes du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Dès lors, des opérations électorales se déroulent dans les 10 régions du pays à l'effet de désigner les représentants chargés de voter le bureau exécutif national. Autre détail à lire dans les colonnes du Messager. Le journal consacre sa grande une à la coopération Cameroun-États-Unis. Le calme après la tempête, titre le journal Le Messager. La visite annoncée de Paul Biya dans la capitale américaine intervient à la suite d'une période de surchauffe entre les deux pays. Lis l'analyse du Messager en page 4 de l'édition de ce jour. À la une de l'économie quotidien, Lompanga, les chiffres sur l'évolution du projet d'aménagement hydroélectrique pointent l'économie quotidien. Un rapport de la Banque africaine de développement sur l'état d'exécution au 30 novembre 2022 relève qu'il y a un risque que ce projet n'atteigne pas ses objectifs de développement. Évocation en page 2 de l'économie quotidien. À la une du journal Le Jour, affaire André Onana, sont la vidéo qui dérange, titre le quotidien Le Jour. Elle a circulé sur les réseaux sociaux depuis hier dans la matinée où le manager sélectionneur des Lions Indomptables explique à un interlocuteur ce qui s'est passé. Pour en savoir davantage, parcourez l'article paru en page 9 du quotidien Le Jour. Et pour terminer, le journal La Voix des communes et en kiosque, loi des finances 2023, 242 milliards de francs CFA pour le développement des CTD. C'est l'enveloppe allouée au ministère de la décentralisation et du développement local dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation pour l'exercice budgétaire 2023. Lis l'intégralité du discours de Georges Elanga Obam à l'Assemblée nationale le 5 décembre dernier en page 5 de La Voix des communes. Voilà pour l'essentiel des tabloïds sélectionnés dans le cadre de la revue des Grandes Unes. On va à présent décrypter cette actualité-là avec nos invités du jour. D'abord, à ma gauche, Georges Semet, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, Achille. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison, dans les bureaux, sur le territoire national et à l'étranger, bien sûr. Et nous vous remercions pour vos critiques et vos suggestions. Et sachez que nous prenons toujours en compte cela, ça nous permet de nous améliorer. Allô, Sonona, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Georges, bonjour à ceux qui nous suivent à travers le monde. Bonjour à un certain Jean-Louis qui tous les matins se déconnecte carrément de toutes ses activités pour regarder la revue des Grandes Unes. Et puis bonjour à l'honorable Joshua aussi, et à Cabral Libi aussi, à l'honorable Nietzsche. C'est des députés qui, pour moi, s'il y avait un Nobel, n'est-ce pas, de la paix, je veux dire quoi, un Nobel des activités, des gens qui savent défendre le peuple, ceux-là font la fierté des Camerounais. C'est ceux-là qui donnent du travail, sincèrement, au gouvernement. Cabral Libi, l'honorable Nietzsche, par exemple, ont permis aux gens d'avoir une idée profonde sur plusieurs segments de la loi des finances en cours de discussion à l'Assemblée. Et donc, je pense qu'ils donnent un peu à l'opinion, au peuple camerounais, la valeur, la portée, le rôle social que doit jouer un député. Et nous sommes fiers de ces députés-là. C'est Guy Fongan qui me disait hier que les députés nous regardent depuis leur hôtel, l'hôtel des députés à Yaoundé. Merci à vous, chers messieurs. Et allons-y donc décrypter l'actualité de ce jour. Prenons d'abord la une de la Nouvelle Expression qui s'intéresse aux produits pétroliers. Et le journal nous révèle que l'État doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs. On voudrait bien comprendre de quoi il en retourne. Georges Semet, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura peut-être péril sur les importations? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, je crois que la question des importations des produits pétroliers est une question conjoncturelle et l'actualité de ces dernières semaines a révélé qu'il y avait encore une fébrilité en termes de maîtrise d'importation des produits pétroliers. Une maîtrise qui peut s'expliquer par le manque d'anticipation dans la prévision, mais également par cette fébrilité
monétaire que l'on observe sur le plan national et international. Et il faut ajouter à cela la crise russo-ukrainienne, ce qui fait que les produits pétroliers n'ont pas toujours été là à temps voulu pour les consommateurs camerounais. Donc, mais la nouvelle expression évoque la question de la dette que l'État doit aux importateurs. Une dette élevée. Voilà. Une dette bien évidemment élevée, mais qui n'est en réalité qu'une partie de la dette que l'État via la Sonara doit aux importateurs. N'oublions pas qu'après l'incendie de 2019, la Sonara est engagée dans un processus de réhabilitation-reconstruction. Mais avant la réhabilitation et la reconstruction, il faut d'abord la restructuration. Et parmi les segments de restructuration, il y a bien évidemment le segment de la dette. Et je me souviens qu'en octobre 2021, il y a 9 banques qui ont consenti à la restructuration de la dette de la Sonara, qui s'élevait à plus de 300 milliards, mais ces 9 banques ont consenti à une restructuration à un montant de 265 milliards. Ça, c'est la dette de la Sonara envers les banques. Mais il y a quelques semaines également, il y a une autre restructuration d'un autre aspect de la dette de la Sonara. Ça concerne les traders. Les importateurs des produits pétroliers au profit de la Sonara. Je crois l'opérateur, le trader qu'on appelle Vitol a consenti 165 milliards de restructuration pour la Sonara. Et il y a d'autres marketeurs comme ça qui sont des créanciers de la Sonara qui font partie du paquet de dettes qui est aujourd'hui relevé par la nouvelle expression. Donc ça, c'est un aspect de la dette de la Sonara. Et qui dit Sonara dit bien évidemment l'État, puisque c'est un établissement public administratif, je vais dire industriel et commercial. Donc la Sonara est dans les problèmes et il faut des centaines et des centaines de milliards pour la réhabiliter. Mais avant la réhabilitation qui se présente sous forme de construction, d'achat d'un nouveau matériel, il y a d'abord cette restructuration de la dette qui est bilatérale, mais également multilatérale. Et on se rend compte que parmi les débiteurs de la Sonara, il y a les multinationales, mais il y a également les importateurs locaux, les Camerounais. Donc, c'est un aspect qui est regardé par le ministère des Finances et c'est un processus qui est engagé depuis 2021. On espère simplement que, comme les autres dettes intérieures, la dette des produits pétroliers sera complètement soldée par l'État camerounais. Alors, on est dans une situation où l'État ne peut plus contourner ces importations. Le ministre a notamment dit, entre autres raisons, que l'ouverture à la concurrence a aussi impacté le trésor de l'État. Il y a cette ouverture qui a justement impacté. Aujourd'hui, a fait un joli tableau, n'est-ce pas, de la situation économique et financière de la Sonara et même au niveau des importations de produits pétroliers, avec des chiffres ultra parlants. Maintenant, la dette elle-même, elle est expliquée par le membre du gouvernement et il ressort qu'on s'approvisionne de plus en plus sur le marché européen et que justement, du fait de la crise russo-ukrainienne, les prix ont un peu explosé et que également au niveau du marché local, du moins l'État dépense de plus en plus. Ceux qui vont acheter le journal ce matin comprendront ce que ça nous a coûté au mois de juin. À titre illustratif, c'est au moins 3 milliards par jour, vous imaginez. Donc c'est très lourd et donc maintenant les chiffres sont là. Ce que je redoute à mon niveau, c'est qu'au moment où on parle de l'inflation et que la vie coûtera plus cher en 2023 et qu'aujourd'hui l'État avance le montant qu'il doit aux traders, je redoute que à la fin qu'on nous dise, bon, écoutez, le carburant également risque de connaître un surplus et à ce niveau-là, je crois que le pôle ne sera pas très content parce qu'en fait, depuis qu'on a commencé à évoquer la loi des finances en discussion, tout le monde a constaté que tout a pratiquement augmenté, du timbre à bien d'autres choses. On se demande, est-ce que ce n'est pas un signal qu'on est en train de nous donner aujourd'hui pour dire, écoutez, soyez prêts à accepter, à comprendre que si demain le carburant coûte plus cher, c'est parce qu'au niveau national et international, on dépense de plus en plus. Et donc, j'ai envie de lire entre les lignes une préparation des esprits à accepter le moment venu une majoration qui serait en préparation. Alors vous évoquez les chiffres, on les a retrouvés. Il s'agit de 3 milliards 480 millions de subventions par jour pour le mois de juin, ce qui donne pratiquement 100 milliards de francs CFA, rien que pour le mois de juin là. Alors c'est une actualité qu'il faudra retrouver dans les colonnes de la nouvelle expression. Restons dans le secteur de l'économie avec l'économie quotidienne qui parle
du projet hydroélectrique de Lompanga et ses réserves émises par la Banque africaine de développement, la BAD, qui craint notamment que le projet n'atteigne pas ses objectifs de développement. Georges Semer, qu'est-ce qui peut justifier les réserves de la BAD relativement à ce projet de Lompanga? Alors, ce qui justifie en premier les réserves de la BAD, c'est les lenteurs, bien évidemment, les lenteurs que nous observons dans la finalisation de ce projet, parce qu'il faut rappeler quand même que ça fait plus de 5 ans que ce projet est mis en œuvre et les financements sont là, heureusement les financements sont là, mais il y a beaucoup de lenteurs dans la mise en œuvre du calendrier d'exécution, à telle enseigne que la consommation des délais est plus avancée que l'exécution du chantier lui-même. Mais je crois que dans ce genre de cas, le maître d'ouvrage et les prestataires trouvent généralement des avenants. Ils trouvent généralement des avenants afin d'accorder les violons, de rattraper les délais. Qu'est-ce que soit la cause, les délais de financement ou alors les délais d'exécution. Et bien évidemment, le partenaire financier est informé, mais ce n'est pas bon pour les affaires. Les atermoiements, les retards ne sont pas très bons pour les affaires parce que lui, le bailleur de fonds, il amène ses fonds et il veut que le chantier aille très vite parce que ce sont des fonds qui sont alloués, bien évidemment, avec des intérêts sur échéance. Donc lui, il veut aller vite. Malheureusement, la réalité du terrain est telle que dans au moins 60% ou bien 70% des chantiers, qu'ils soient des chantiers nationaux ou alors des chantiers avec financement bilatéraux internationaux ou multilatéraux internationaux, il y a toujours des retards et soit on en arrive à des avenants, soit on en arrive tout simplement au changement de prestataire et c'est le projet en lui-même qui est sérieusement entamé. C'est le cas pour le barrage de Lompanga qui devrait en réalité être finalisé il y a 3 ans au moins. Dans la phase actuelle, mais malheureusement il y a des atermoiements, il y a des retards, il y a des lourdeurs, donc ça ne plaît pas du tout à la BAD qui a bien évidemment délai pour 2023. Alors on va croiser les doigts parce que je me souviens de plusieurs chantiers au Cameroun qui ont connu des atermoiements. On nous a donné des dates fixes à terme échu, mais jamais cette date n'avait été respectée. Bon, croisons les doigts cette fois-ci pour le barrage de Lompanga qui, vous le savez, va amener un complément énergétique dans l'un des réseaux énergétiques du Cameroun. Nous sommes en déficit énergétique criard. Donc je pense qu'un barrage qui est comme celui de Lompanga, comme celui de Nantigal, va apporter un certain surplus dans la production énergétique de notre pays. Donc nous voulons que ce projet soit achevé afin que ceux qui seront rattachés à cette ligne électrique aient enfin le courant qu'il faut au moment qu'il faut. Alors maintenant, après un ralentissement quand même des travaux en 2020 avec tout ce qu'on connaît comme conjoncture internationale, la Covid, etc., en 2 ans, ça pratiquement, les travaux ont avancé, on est dans l'ordre de 30% si on s'en tient à l'économie quotidienne. On ne va pas craindre quand même que ce soit classé dans le risque des éléphants blancs, ce projet-là. Éléphant blanc, je ne suis pas très sûr parce qu'en fait... C'est un peu exagéré. Oui, je crois bien en tout cas. Mais il faut vous comprendre en fait, parce que il faut rappeler à votre suite que la BAD a quand même injecté 32 milliards dans ce business, dans cette affaire, donc soit presque 13% de financement. Et donc, il faut comprendre, c'est l'une des raisons pour lesquelles la BAD a un droit de regard sur l'évolution du chantier. Il faut également rappeler que la BAD vient de dresser il y a à peine 2 semaines la liste des pays qui sont industrialisés sur le continent de 2010 à 2021. Et donc, sur ce classement-là, le Cameroun est mal classé. Et lorsque vous connaissez parfaitement le poids que joue l'énergie dans une économie, vous comprendrez une fois de plus pourquoi la BAD n'a de cesse de titiller le Cameroun. Une fois de plus, il faut ajouter que la BAD finance maximalement le secteur public et très souvent a tendance à négliger le secteur privé, même si depuis quelques mois, elle est en train de s'activer pour rattraper le retard, c'est-à-dire commencer à financer le secteur privé. Donc, grosso modo, c'est une banque qui finance beaucoup plus le secteur public et qui a... On comprend pourquoi aujourd'hui elle titille un peu le gouvernement sur le cas de projet de Lompanga qui, lorsqu'on l'a démarré en 2012, était censé être achevé en 2015. Et on estimait à peu près à 3500 le nombre d'emplois qu'on allait créer et que ça allait justement renforcer l'offre énergétique. Mais sauf que à l'heure où il est, à l'année où nous sommes, on n'a presque pas largement évolué, du moins les calculs du départ sont
en déphasage avec la situation actuelle. Et donc, du coup, la BAD commence à émettre des vœux, pas pour annoncer déjà la mort totale du projet, mais je crois qu'il est question ici d'amener le gouvernement, de donner un coup de fouet au gouvernement pour que les retards que décrit Georges Sémé, ces retards-là soient, si possible, autant que possible, soient balayés, que le projet soit développé, soit achevé. On ne peut pas vouloir aspirer à l'émergence tout en mettant des barrières qui sont contre l'émergence. C'est comme si vous vouliez une chose et son contraire. Donc, si le Cameroun veut justement être émergent, il est urgent, il est impératif d'ailleurs qu'il mette beaucoup de moyens sur ces projets infrastructurels et qu'ils mettent autant que possible d'entrain au niveau des projets hydroélectriques. Parce que l'énergie, si on coupe le courant là tout de suite, je suis sûr que l'émission ne va plus continuer. Donc, l'énergie fait partie des lames même d'une économie qui veut être performante. Voilà donc tout sur le projet hydroélectrique de Lompanga à retrouver dans les colonnes de l'économie quotidienne. Parlons de notre sujet, parlons des jeunes, si vous le voulez bien, cher monsieur. Alors, on annonce l'élection au Conseil national des jeunes du Cameroun. Les journaux en parlent ce matin. La nouvelle expression dit par exemple du cafouillage au sein du CNJC. Le messager dit carrément le fait de lance des irrégularités. Est-ce que vous comprenez ce titre de cette tabloïd sur cette actualité-là, Georges Sémé, que se passe-t-il au CNJC? Alors, je comprends parfaitement les titres qui barrent la une de nos confrères aujourd'hui parce que ce ne sont que des faits. Les faits en 2022 qui nous rappellent les faits de 2018 au moment où Madame Fadimatou Iyawa, je crois, était élue à la tête du Conseil national de la jeunesse. Il n'y avait pas toujours cette sérénité dans le processus électoral, mais on est quand même arrivé à son élection. Aujourd'hui, en 2022, on nous parle encore d'autres faits extrêmement graves qui sont relayés aujourd'hui par nos confrères. Pour moi, je crois que ce sont des faits tout simplement. Et si ces faits sont avérés, parce que là, les journalistes aujourd'hui ont une version des faits, on n'a pas encore l'autre partie, mais si il s'avère que ces faits sont vrais, ils sont extrêmement graves parce qu'il s'agit... on parle du retrait des listes de candidats. Oui, des candidats qu'on a introduits alors qu'ils n'en ont pas la qualité, de retrait de certaines pièces administratives pour affaiblir des personnes dont on ne voudrait pas qu'elles se présentent à l'élection. Donc, si ce paquet, cet ensemble de faits est avéré, il s'agit tout simplement de la fraude préélectorale. J'espère qu'à ce niveau des responsabilités de notre pays, parce que généralement les opposants parlent dans certaines élections, les législatives, la présidentielle, qui a de la fraude préélectorale, la fraude électorale, mais à ce niveau de l'intérêt de responsabilité de notre pays, si on parle également de fraude électorale, c'est extrêmement grave. Et il s'agit des jeunes qui, dit-on, sont le fer de lance de notre pays et qui devraient arrêter de porter un certain idéal. Et c'est même l'un des bien fondés qui a milité en faveur de la mise sur pied du Conseil national de la jeunesse, qui, faut-il le rappeler, peut-être certains ne le savent pas, constitue l'interface entre la jeunesse, les pouvoirs publics, la société civile, les organisations internationales et les étrangers. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce qu'il remplit pleinement son rôle? Or, le Conseil national de la jeunesse a également un segment de représentation au sein de certaines institutions locales, des institutions nationales et même des institutions internationales. Donc ça implique des enjeux considérables. Alors, quand on nous parle aujourd'hui donc du fait de tripatouillage dans un dossier qui concerne la jeunesse, qu'on veut responsable, qu'on veut être une jeunesse de développement, je pense que ce sont des faits extrêmement graves. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous rapprocher de fond en comble auprès des organisateurs, auprès du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, qui est ici pointé du doigt, de tirer les marrons afin de positionner ce dont qu'ils devraient, qu'ils pourraient manipuler, des faits valoir en réalité, et écarter d'autres qui seraient présentés comme des contestataires ou alors des personnes qui ne sont pas faciles à manipuler. Donc nous allons donc mener cette enquête qui est déjà lancée aujourd'hui par nos confrères et je crois qu'on en rediscutera pourquoi pas sur ces plateaux. Notamment la nouvelle expression qui en parle donc entre trafic d'influence, retrait des candidatures et même violation des textes. C'est la mascarade totale au sein du CNJC à l'Eusnada. Alors ce que nous vivons au Conseil national de la jeunesse du Cameroun, c'est un peu la manifestation ou la vie je veux dire quoi, l'actualité de la pensée freudienne qui dit que l'enfant est le père de l'homme.
C'est-à-dire que ce que vous avez dans votre enfance vous rattrape lorsque vous êtes devenu adulte. La jeunesse actuelle a vécu dans un système politique où le tripatouillage était le mode de gestion. Et une fois aux affaires, elle réplique exactement ce qu'elle voit les aînés faire. Le régime nous a habitués à ces choses-là. Et de ceux qui sont en poste aujourd'hui pensent qu'il est de bon ton de tripatouiller pour rester au pouvoir, pour rester aux affaires. D'où les noms qu'on retire dans l'ONCAM, dans le Vori, en Sandaga Maritime et autres, parce qu'il est question ici de rester aux affaires. Il y en a qui ont plus de 32 ans et qui s'agrippent et qui ne veulent plus quitter le bateau parce qu'il est question de sauvegarder. 32 ans qui est la limite d'âge. Très bien. Et donc, entre-temps, le bâton aurait dû venir de leur hiérarchie. Mais il se trouve que c'est de ce côté-là également que se trouve même le nid même de la corruption. Le nid aujourd'hui, il faut rappeler que nous sommes vendredi, un vendredi qui a une identité particulière, c'est qu'on lutte contre la corruption. Et il nous revient par voie de presse qu'il y en a qui ont des soutiens au ministère de la Jeunesse et qui imposent même des candidats qui ont plus de 32 ans. Dans ce cas, quel est le message qu'on voudrait que les jeunes retiennent? C'est que nous sommes dans un système politique où le faux est la règle. Et là, c'est inacceptable. Alors, on va donc suivre de près cette actualité autour du CNJC. L'élection est annoncée donc pour samedi et un appel à boycotter cette élection-là d'une partie du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Entre-temps, qu'on lit les articles là-dessus dans les colonnes de la Nouvelle Expression ou encore du journal Le Messager. Sortons rapidement en 1 ou 2 minutes sur cette affaire des Lions indomptables et ce rebondissement qui est survenu hier. On a tous vu la vidéo de Rigobert Sambana qui expliquait à un proche ce qui s'est passé du côté du Qatar avec le portier de l'Inter de Milan. Est-ce qu'on n'est pas dans un amateurisme total en ce qui concerne la communication autour de cette affaire, Georges Semé? Alors, d'abord, il y a deux choses. Ce n'était pas une déclaration officielle de l'entraîneur sélectionneur. C'était une rencontre privée. Et la personne à blâmer plutôt, c'est l'auteur de ce film qui ne devrait arrêter pas être en liberté. C'est interdit formellement par la loi. Mais je pense qu'à côté de ce fait, il devrait certainement avoir une communication officielle de Rigobert Sambana sur la situation générale qui a plané lors de cette compétition. Il a fait une sortie par votre communiqué sur la vidéo en elle-même, mais on s'attendrait plutôt, et je ne sais pas comment ce service se démène là-bas pour le faire, on s'attendrait plutôt qu'il y ait une sorte de sortie, une communication bilan, parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des fausses nouvelles ont été divulguées également, donc sa sortie officielle en termes de communication viendrait pourquoi pas soit confirmer certaines rumeurs ou alors les infirmer, mais se taire. Je crois que ça va donner libre cours à toutes sortes de supputations, toutes sortes d'actes, comme l'acte qu'on a vu dans sa propre maison, dans son propre bureau, alors qu'il était avec son grand frère en train de parler. Une tierce personne a donc filmé. Pour moi, je ne dirais pas que c'est de l'amateurisme, mais c'est de la cybercriminalité. Il s'agit de la cybercriminalité et l'auteur, en attendant qu'il y ait une communication officielle, l'auteur de cet acte devrait simplement être puni. Mais là, on attend peut-être qu'une action soit engagée de la part de son. Alors, Nana, je t'ai même dit que c'est Rigobert Sambana qui a orchestré. Exactement, parce qu'en fait, tourner ainsi tel qu'on l'a vu, c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage pur et simple. Parce qu'en fait, lorsque vous voulez interviewer quelqu'un, vous demandez son accord, vous sortez votre dictaphone ou votre téléphone et vous lui demandez si vous pouvez enregistrer son propos. Mais si, pendant que la personne parle, vous prenez votre appareil, vous mettez sur la table et vous commencez à filmer pendant qu'il parle, et bien là, on n'a pas affaire à un journaliste, ou encore à quelqu'un d'autre, mais on a affaire à un espion vraiment de haute facture. Heureusement que ce n'est pas un journaliste. Heureusement. Maintenant, donc, si Rigobert Sambana sait très bien à qui s'est agressé, alors s'il n'y a pas de sanction de sortie de la part de son sur la vidéo, de manière claire, qui rassure tout le monde, eh bien on comprendra que c'était il a fait une sortie. Une mise en scène, voilà. Une mise en scène, mais jusqu'à là, ça me paraît encore insuffisant. Il faudrait qu'il y ait une espèce de compte rendu officiel du voyage des Lions au Qatar, pour qu'on sache qui a fait quoi, pourquoi on en est sorti, et afin qu'on cesse avec cette vidéo qui, au fil du temps, nous fait croire que c'est une communication déguisée entre Rigobert Sambana et ses invités. Parce qu'en fait, si je vais dans votre bureau et que je diffuse, vous saurez, vous ne pouvez pas oublier les propos que vous m'avez tenus, que vous avez tenus devant moi. Donc Rigobert Sambana sait personnellement à qui s'est adressé et c'est à lui
soit de sanctionner, soit de laisser la faire circuler. On comprendra qu'en fait, c'était une affaire de copain qui a voulu un peu ternir l'image journal qui, il faut le dire, a également réagi. Comme pour balayer ce que son a dit, parce qu'en fait, le suite a parlé de mensonges. Et que le temps fera le reste. Très bien. Merci. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus décrypter l'actualité avec nous. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On pense particulièrement ce matin à une fidèle téléspectatrice qui nous regarde depuis Koto Immeuble. Elle s'appelle Judith Tamno. Elle souffle une bougie en plus ce matin. Allez, c'est également une émission qui est dédiée à cette téléspectatrice-là. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour d'autres éditions de la Revue des Grandes. Merci à nos équipes techniques en régie autour de Emos Fongo. Passez un agréable week-end. Bye bye.